Et à remercier mon ami et ma collègue de travail pour l'invitation et pour la sollicitation et l'invitation à participer à ce forum. Et pour le faire, j'ai choisi de vous parler de l'intérêt des facettes dentaires dans le rétablissement de l'esthétique antérieure. Alors, en guise d'introduction, on va dire qu'une partie importante de la population exprime actuellement un désir marqué d'avoir des dents d'une esthétique aussi parfaite que possible. Ceci d'ailleurs a été montré par les résultats d'un grand nombre d'études et d'enquêtes. Parallèlement à cette tendance, les patients bien informés préfèrent toujours des modalités de traitement mini-invasifs et ne souhaitent pas restaurer leurs dents avec des couronnes à recouvrement complet. Donc, ils préfèrent toujours ménager les structures dentaires sans accepter de compromis en matière de potentiel esthétique. Donc, les facettes dentaires constituent une thérapeutique ménageant les structures dentaires tout en respectant l'esthétique. Alors, un peu d'historique. Les facettes dentaires furent inventées par Dr Charles Pincus, un chirurgien dentiste californien, en 1928. Pourquoi? Dans le but d'assurer une esthétique du sourire des acteurs hollywoodiens, parce que l'un des réalisateurs lui a demandé de leur concevoir des dents artificielles, toujours dans le but de pouvoir filmer des scènes de tournage à cette époque. Donc en peu de temps, Dr Charles a pu développer ses compétences en dentisterie esthétique, ce qui a incité de nombreuses célébrités hollywoodiennes à bénéficier de ses services, comme l'exemple de la petite artiste Shirley Temple, une petite artiste qui avait à l'époque 8 ans et a perdu ses dents de lait, comme tout enfant à son âge, chose qui lui a provoqué une très grande gêne. Elle a dû avoir recourir au docteur Charles, justement pour bénéficier de ses services. Et en peu de temps, cette petite fille a fait le discours du public et sa photo a pu faire la couverture de plusieurs magazines et journaux. Ce faisant, Dr Charles devint le père de la dentisterie esthétique tout en gagnant son surnom plutôt de dentiste des stars. Alors, on doit d'abord définir qu'est-ce que c'est une facette. Une facette, c'est un artifice prothétique composé d'une fine pellicule de céramique qui permet de modifier la teinte, la structure, la position et la forme de la dent originale. Alors, selon Olivier Etienne, cette définition ne tient compte que de l'épaisseur de la pellicule ou de la facette. C'est-à-dire, l'épaisseur de la facette, c'est une caractéristique qui fait la distinction entre elle et la couronne ou une couronne à recouvrement complet. Donc, il considère que la facette, c'est une pellicule fine, mais il oublie, ou là il ne mentionne pas la notion, le point clé de la réussite de facette qui est le collage. Donc non seulement il caractérise que l'épaisseur et il ne mentionne pas le collage. C'est pour ça qu'il propose de la définir comme suit. Une facette, c'est un artifice prothétique de fine épaisseur collé à l'émail est destiné à corriger la teinte, la position et la forme de la dent. Passons maintenant aux indications. Alors, avant de parler des indications, il me paraît judicieux de parler du complexe de physiologie orale, qui est similé à un puzzle. Le puzzle, c'est quoi? C'est un jeu de patience constitué de plusieurs pièces assemblées pour reconstituer une image. Alors, cette similarité, elle est faite pour montrer que le complexe de physiologie peut être difficile et nécessite plusieurs pièces de collaboration qui s'intègrent. Alors, ce concept de puzzle physiologique stipule que, quelle que soit la demande du patient, l'ensemble des impératifs biologiques, biomécaniques, fonctionnels et esthétiques sont indissociables.
D'accord? Donc, c'est illusoire de tenter de les opposer. Quand on est face à une demande esthétique, l'impératif biologique est très important, donc il faut le respecter. Et parmi ces points essentiels, ou là, parmi ces expressions les plus importantes, c'est le respect de la surface dentaire ou de l'épaisseur tissulaire. Pardon. Alors, de ce puzzle physiologique est né le gradient thérapeutique proposé par Tirlet et Attal. Alors, ce gradient thérapeutique, c'est un concept pratique qui guide le praticien face à une demande esthétique. C'est-à-dire guide la réflexion du praticien face à une demande esthétique tout en prenant en considération la qualité du tissu à éliminer. C'est-à-dire, il préfère toujours des thérapeutiques, des techniques moins invasives. Alors là, comme vous voyez, moins invasif, il propose un ensemble de techniques thérapeutiques allant de la gauche vers la droite, du moins mutilant vers le plus mutilant. Vous voyez ici, les facettes sont considérées comme des techniques beaucoup moins invasives comparées au courant périphérique. Mais elles peuvent ne pas être proposées en première intention. Je donne l'exemple des anomalies de position ou d'alignement. Donc, il est préférable de les corriger en proposant un traitement ODF parce qu'il est moins invasif. Exemple d'une anomalie de forme légère. Donc, on essaye de corriger cette anomalie avec une technique de stratification de composite. Alors, passons maintenant aux indications. Les indications de la facette sont d'ordre esthétique et médico-dentaire. Quand on dit médico-dentaire, ça veut dire fonctionnel et de protection. Dans la plupart des situations cliniques, on peut assembler les deux, c'est-à-dire on peut arriver à corriger et l'esthétique et la fonction et la protection des tissus résiduels. Alors, dans l'esthétique, on peut corriger une anomalie extrinsèque ou une modification d'une couleur gênante. Extrinsèque, c'est tout ce qui vient de l'externe. Exemple, le tabac. Vous voyez dans cette photo, sur cette photo, il y a une coloration jaunâtre qui a été camouflée par une facette dentaire. On peut aussi la proposer pour corriger les dyschromies intrinsèques qui viennent de l'interne. L'exemple des colorations grisâtres dues au port de la prise de tétracycline. Alors, on peut aussi la proposer pour corriger les défauts superficiels de l'émail, pour corriger la morphologie dentaire. Exemple, là, vous voyez une canine, il y a la latérale qui est absente, et il y a la latérale qui est absente et la canine qui prend sa place. Donc, on a donné à cette carie une forme de la latérale tout en utilisant les facettes. Elle est proposée aussi pour la fermeture des diastèmes disgracieux, et pour la correction des positions ou l'alignement des dents, et dans le cas où on est face à des obturations étendues en composite insuffisantes sur le plan esthétique. Passons maintenant au motif fonctionnel. Donc, on cherche à, en général, rétablir un guide incisivo-canal tout en reconstituant la face palatine d'une canine. Pour la protection, donc, on protège avec une facette dentaire des tissus dentaires perdus. L'exemple d'une fracture de l'angle, d'une incisive, du latéral. Donc, il peut être reconstitué ou corrigé avec une facette. On a aussi l'exemple des érosions, des abrasions, des pertes de substances consécutives à des caries. Toutes ces situations peuvent être corrigées par les facettes. Indépendamment de ces indications, il y a quelques situations, dans quelques situations, les facettes sont problématiques et peuvent même être contre-indiquées. Alors, contre-indiquées dans le cas d'une quantité insuffisante et une qualité inadéquate de l'émail, en présence des lésions carieuses dans la zone de transition vers la gencive, quand on prévoit dès le départ des préparations profondément sous-gingivales, on contre-indique la facette quand on est sûr de ne pas pouvoir masquer parfaitement les dyschromies, quand on est sûr de ne pas pouvoir corriger les espaces très larges,
et en cas de nécessité d'allongement important de la couronne dentaire. Pareil chez les patients présentant des parafonctions ou une hygiène bucco-dentaire insuffisante. C'est-à-dire, dès le départ, on peut prévoir notre résultat final et on est quasi sûr que le résultat ne sera pas satisfaisant. Donc, il faut éviter de proposer une facette. Pour les formes de préparation, donc plusieurs formes de préparation sont envisageables pour les facettes. D'abord, il y a les techniques sans préparation, il y a la préparation fénétrée, préparation avec réduction du bord libre, préparation avec retour palatin. Pour la préparation fénétrée, il n'y a que la face vestibulaire qui est concernée par la taille. Pour la préparation avec réduction du bord libre, on note que la face vestibulaire est touchée, en plus le bord libre. Pour les préparations avec retour palatin, c'est les deux associés à une légère extension. Du côté palatin. Alors, le choix relève du praticien. Il y a des situations cliniques nous imposent telle ou telle forme. Par exemple, quand on est en présence des restaurations composites situées du côté proximal, c'est la forme avec retour palatin qui s'impose. Si on veut seulement corriger une coloration, modifier une coloration de la dent, on peut utiliser la forme fénétrée. Et s'il y a un souhait de rallonger ou rajeunir une dent, donc on touche au niveau du bord incisif. Alors, avant toute réhabilitation par des facettes, et dans le but de les réussir, une planification fonctionnelle et esthétique méticuleuse doit se faire. Alors, celle-ci comprend une analyse des origines des colorations. Le cas échéant, on tente de les éclaircir en cas de dyschromie marquée. On peut aussi, on se demande d'abord s'il y a la possibilité d'améliorer l'alignement des dents par traitement orthodontique ou assurer une élévation préalable du plan d'occlusion au niveau des dents postérieures si on constate que le patient présente une dimension verticale diminuée. Le cas échéant aussi, il est envisageable de faire des corrections d'un pourtour irrégulier et disgracieux de la gencive marginale avec des thérapeutiques chirurgicales. Il faut aussi considérer et étudier tous les facteurs intervenant pour le bon comportement des facettes à long terme, à savoir la présence exclusive de l'émail au niveau du support de collage. C'est-à-dire, l'émail, c'est le tissu qui peut assurer une bonne surface adhésive, plutôt de bonnes conditions pour les techniques adhésives, parce que, en effet, l'émail est mordensable et en plus peut ne pas perturber le produit utilisé pour le collage comme elle peut le faire la dentine. Donc, il est préférable toujours de préserver au maximum l'émail parce qu'elle optimise le collage. Vous avez aussi la translucidité variable des matériaux utilisés pour réaliser les facettes, ainsi que la couleur initiale. Ces deux situations conditionnent l'épaisseur de la facette. Aussi, en plus, vous avez l'épaisseur des facettes à armature qui doit être plus importante que celle des céramiques feldspathiques. Si vous utilisez uniquement le feldspathique, donc vous aurez besoin d'une épaisseur fine comparée à une facette avec armature. On comprend donc que pour avoir un bon comportement à long terme, on cherche un compromis entre l'épaisseur suffisante de la facette pour qu'elle soit résistante, entre l'esthétique et entre la préservation maximale de l'émail. Sans oublier, bien sûr, l'épaisseur de l'émail qui est différente en fonction de la hauteur de la couronne et d'un patient à un autre en fonction du degré d'usure. Mais elle varie entre 0,3 et 0,5 du côté cervical, entre 0,6 et 1 au niveau du fier moyen, et de 1 à 2,1 au niveau incisival. C'est-à-dire, elle est fine au niveau cervical et elle augmente en allant vers le bord.
Sans oublier, bien sûr, un point important qui est la collaboration avec le technicien. Toute cette planification qui est abordée donc, doit se faire en collaboration étroite avec le technicien parce que ce dernier va participer à la répartition des différentes nuances, au modelage et à la réalisation de la texture de la facette. Alors, très important de respecter l'épaisseur, parce qu'en présence d'une épaisseur de profondeur trop importante, on risque d'avoir une exposition de la dentine. Et si cette exposition se manifeste au niveau de la périphérie, des phénomènes de micro-infiltration apparaissent qui risqueraient d'altérer la qualité esthétique du joint. En plus de ça, il y a le risque de nuire à la cohésion et de provoquer les fractures. Au contraire, une profondeur trop faible risque de ne pas masquer correctement un support dentaire trop sombre. Alors, pour le faire, pour répondre à tous ces paramètres, donc il y a la morphologie finale de la facette qui est utilisée comme référence. La morphologie finale, elle est élaborée grâce à ce qu'on appelle le workshop. Donc le workshop, il est réalisé sur un modèle primaire issu d'une empreinte de situation. Alors vous avez ça. En premier, le modèle 1, qui reproduit la situation clinique. En deux, les petites modifications qui ont été effectuées sur les différentes dents à réhabiliter. Dupliquer le modèle modifié avec le workshop, il est dupliqué en troisième modèle en plâtre. Alors sur ce dernier, on va réaliser ce qu'on appelle les clés en silicone qui vont servir de support pour la résine de la prothèse provisoire et pour le mock-up. Alors voilà, une empreinte en silicone est garnie du matériau de la résine, introduite en bouche sans avoir préparé les dents. Une fois la prise est effectuée, c'est-à-dire une fois la résine a fait sa polymérisation, on retire notre clé en silicone et on élimine les excès tout en contrôlant l'esthétique et la fonction. Le mock-up doit être validé par le praticien et le patient sur tous les plans, beaucoup plus l'esthétique et la fonction. Une fois validé, une fois approuvé, on passe au rainurage et le repère. Rainurage, c'est-à-dire on va effectuer, on va réaliser des rainures horizontales sur la face vestibulaire des dents sur le mock-up. Alors, on a 2, 3 ou 4 rainures sont réalisées sur la face vestibulaire en utilisant le mock-up comme repère parce que la préparation doit être homotistique, comme je l'ai déjà dit, à la forme finale et non pas à la dent qui est en place. Alors, la fraise... la fraise va avoir 2 ou 3 orientations. 2 pour l'incisif, central et latéral. 3 orientations pour les canines et les prémolaires. Alors, pour l'incisif latéral, on va prendre un axe cervical et l'axe incésal. Pour les canines et prémolaires, on a le tiers moyen, le tiers cervical et le tiers incésal. On commence à tailler le mock-up pour arriver à une profondeur de 0,4 mm. Alors, cette technique de taille doit se faire tout en contrôlant la profondeur ou l'épaisseur de la taille. Pour le faire, on peut utiliser des fraises boules avec un long col. Le long col, on va l'utiliser comme repère dès qu'il cale sur l'incisif, c'est-à-dire on est arrivé à la limite. On peut utiliser ce type de fraises appelées à butée d'enfoncement. On peut utiliser les clés en silicone. On peut utiliser la technique progressive ou appelée à main levée, c'est-à-dire visuellement on peut contrôler la quantité de tissu éliminé. Alors, la préparation se poursuit au niveau cervical. Donc, il est important de respecter son niveau ou sa situation. Il faut qu'elle soit en supra ou juxtagingival, justement pour optimiser le collage. En intra-gingival, il y a du liquide au niveau du sulcus qui peut perturber le produit utilisé pour le collage. Alors une fraise boule, toujours avec un col long, est utilisée pour réaliser une préparation qui ne dépasse pas 0,3 mm. Dans le cas où
Donc ça, c'est la cervicale. Dans le cas où on est face à une indication, plutôt où on veut rajeunir ou rallonger une dent, on est obligé de toucher au niveau du bord libre. C'est-à-dire, c'est la forme avec réduction du bord libre. Pour le faire, on utilise une fraise à conger située perpendiculairement à la face vestibulaire de la dent, en créant deux rainures qui ne dépassent pas 1,5 mm. Alors cette élimination va permettre au prothésiste de recréer la translucidité et de reformer la dent, c'est-à-dire lui donner d'autres caractéristiques. L'ensemble de ces repères est tracé avec un crayon indélébile pour pouvoir toujours rester dans les limites, c'est-à-dire pour ne pas trop éliminer au niveau des tissus. Si on est, 2 minutes c'est tout, donc je vais faire vite. Si on est face à une, c'est-à-dire on indique la forme avec retour palatin, donc la touche, la taille doit être un peu distante de la concavité proximale de la dent et du point d'impact occlusal. On poursuit la préparation avec le fait de réunir les différentes rainures réalisées sur la face vestibulaire. Ensuite, la face proximale est réalisée grâce à toujours une fraise congée, mais orientée de telle sorte qu'elle forme un angle de 30 degrés avec l'axe de la dent. Les finitions, donc c'est le fait de donner la forme finale de la dent en utilisant des fraises à grains jaunes et rouges. Une fois cette taille est faite, on passe à son enregistrement grâce à une technique d'empreinte monophasique, c'est-à-dire réalisée en une seule étape. De l'élastomère léger est injecté au niveau des dents et un élastomère qui garnit le porte-empreinte utilisé. L'insertion doit se faire antérieurement puis postérieurement. On ne doit pas laisser bien sûr notre patient partir son provisoire. Donc on est obligé de lui réaliser cette facette provisoire qui constitue pour les praticiens une difficulté, un souci, point de vue en rapport avec la tenue de la restauration provisoire. Elle ne tient pas bien. Donc c'est pour ça qu'il y a des auteurs qui proposent une astuce. C'est le fait de réaliser ce qu'on appelle les spots de mordançage au niveau des centres des faces vestibulaires des dents, suivi de l'application de l'adhésif polymérisé. Toujours la même clé utilisée pour réaliser le mock-up est utilisée pour réaliser cette prothèse provisoire qui est introduite en bouche. Une fois retirée, on aura notre facette provisoire collée légèrement à la dent. Bien sûr, il y a un délai de temporisation en attendant la réalisation et la livraison de la facette. Une fois c'est fait, on commence d'abord par l'essayer en bouche en utilisant de la glycérine ou une pâte de collage qui se rapproche de la teinte de la colle définitive. Alors, on valide d'abord, on contrôle, on valide et on passe à la mise en place du champ opératoire. Le collage se fait de façon classique. D'abord, on commence par mordancer l'intrado de la céramique avec de l'acide fluorhydrique pendant 20 secondes. Rinçage abondant, puis la céramique est sélanisée pendant 60 secondes, puis séchée. Au niveau dentaire aussi, l'émail est mordancé à 15 à 30 secondes avec l'acide orthophosphorique à 37%, puis rincé et séché. Appliquer de l'adhésif et frotter rigoureusement, puis étaler finement avec le sprayer avant de commencer la polymérisation. La pâte de collage est appliquée au niveau de l'intrado. Ensuite, la facette est placée sur la dent pour démarrer la polymérisation tout en exerçant une pression sur la facette en bouche. Une fois terminé, on élimine les excès. Essayez de faire vite. C'est bon, j'ai terminé. Voilà, vous êtes à la conclusion, d'accord. Donc, la facette est introduite en bouche, éliminer les excès et donner les conseils nécessaires pour le patient. Alors, pour finir, on va dire que bien que cette thérapeutique soit peu invasif, son coût tissulaire n'est pas à négliger et doit s'inscrire dans un gradient thérapeutique. Si le traitement par facette reste une thérapie fiable, comme l'ont démontré de nombreuses études cliniques publiées à ce jour, elle reste particulièrement praticienne dépendante et nécessite une parfaite maîtrise de l'ensemble de ces étapes de réalisation. Et je vous remercie.
On va remercier le Dr Ouali. Donc là, on va passer à une pathologie qui est demeure mal diagnostiquée en Algérie et qui est malheureusement fréquente. La mise au point donc, va nous être mise par le professeur Boutinard.